le SmackDown du 18 octobre 2024. Et encore une fois, comme tous les shows de la WWE, il y a un squelette qui est souvent qui suit toute l'histoire de ce SmackDown-là. Et pour celui-là, c'est évidemment celui de la Bloodline. Ça arrive souvent que c'est eux le squelette, mais... De SmackDown, oui, ça arrive souvent. C'est tout le temps bon. C'est tout le temps bon. Fait qu'on commence le show avec Solo, qui vient justement. Il nous explique qu'il aimerait ça que Reign le reconnaisse, vienne le acknowledge, parce que c'est rendu lui le Tribal Chief, puis que tant qu'il le fera pas, ben écoute, il va continuer de l'attaquer puis de faire toutes les choses méchantes qu'il fait, mais qu'il y a de la place dans la famille pour Reign. Il faut juste qu'il accepte que ce soit lui maintenant le Tribal Chief. Fait que pendant qu'il fait cette explication-là, eh ben, il y a monsieur, quand même une surprise. Moi, en tout cas, moi, j'ai pas peur quand je l'ai vu live. Jay arrive et de la foule. Fait que là, on est comme, OK, pourquoi il est là? Parce que clairement, lundi, ça avait pas l'air d'y tenter avec Jimmy. Fait que là, il gros pop. Là, il arrive et il nous explique dans le fond qu'il est pas tant là parce que Jimmy il a parlé. Il est là parce que il vient voir son petit frère. Puis il est comme là, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais là, il y a des raisons pourquoi on n'a pas pogné Fatou, on n'a pas pogné Tangaloa, Tamatonga dans la famille avant, dans le Bloodline. Tu le sais, c'est quoi les raisons, là, t'es amènes. Là, il y a une petite altercation également, directe avec Fatou, que j'ai bien aimé, tu sais, parce qu'on dirait Fatou, il est comme, je sais pas, tout le monde le gosse, là, il gosse tout le monde qui s'en va au micro. Puis le sel de Fatou est très bon quand ça arrive. Avec Solo, finalement, ben, encore une fois, il tend la main à son frère Jay, puis il est comme, il y a de la place pour toi dans Bloodline, là. Je sais que ça a mal fini avant, mais là, viens-t'en, t'as juste à me reconnaître. C'est simple, t'as juste à m'acknowledge. Ben oui, puis moi, c'est ça mon but, c'est unir la famille, c'est pas la diviser. Fait que là, Jay, ben là, il est pas content, puis il l'explique, je serai jamais dans cette Bloodline-là, puis je serai jamais anyway dans Bloodline, je l'ai quitté ça fait longtemps, je vais juste te dire que tu devrais pas te mettre ami avec eux autres, puis tout ça, puis là, ben évidemment... Je trouve ça bien intéressant parce que, malgré le fait qu'il ait dit non à Jimmy, là, à ce moment-là, on voit qu'il y a quand même des choses à régler avec le nouveau Bloodline. Ouais. Principalement à cause de son lien avec Solo. Donc, exact. Ça, on avance l'histoire puis on montre que Jay a rapport à cette histoire-là. Puis là, par la suite, Jay a croisé quelqu'un backstage, hein? Ben oui, c'est ça, parce que là, Jay, contrairement à beaucoup de gens qui montent dans le ring face au Bloodline, il se fait pas beat down parce que la main est tendue, là. Ils veulent pas le battre, ils veulent l'amener dans le Bloodline. Fait qu'il s'en ressort intact, va backstage, et là, backstage, qui croise pas? Eh ben, il croise Roman Reigns et Jimmy qui sortent de la voiture. Un beau petit face-à-face, un premier face-à-face également entre les deux, et là, Reigns qui continue son turn de babyface, qui dit que, écoute, je suis fier de toi, Jay, maintenant que tu as la ceinture, puis tu sais, clairement, on n'est plus au même Roman Reigns qui était le méchant et un peu égocentrique, imbu de lui-même. Têteux pour essayer de comme flatter. Oui, mais pas too much. Pas too much. Le jeu de Reigns, je l'aime quand même, parce qu'il est quand même, tu sais, il est plus gentil, mais il est quand même genre... Tu sais, je me mettrais pas à te supplier de revenir. Tu sais, je vais juste faire... C'est la face de Jey Uso que j'adore, qui le regarde avec dégoût. Ah ouais, puis il est juste comme, man, tu penses vraiment... Tu te souviens pas qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens pas qu'est-ce que vous m'avez fait? Ouais. Puis on va. Il le regarde exactement, puis il fait no yeet, puis il part la blessure. Parce que Roman avait dit la semaine passée. Exactement. Quand il a dit no yeet, là, on n'est pas là. Ouais, la belle construction, encore une fois, c'est bien écrit, et tu sens que la cicatrice est profonde pour Jay, puis que ça va prendre plus ça. Et tout le long, t'as aussi Jimmy qui est comme juste, yes sir, on fait une famille, oui, non, je sais pas, ok. Ensuite, on s'en va dans les loges, parce que là, Jay, il quitte. Fait qu'on suit Reigns dans sa loge avec lui et Jimmy, puis là, c'est quoi le plan, tout ça. Et là, un peu surprenamment, Roman Reigns nous dit qu'il n'y a pas le choix. Faut qu'il reconnaisse Solo comme le Tribal Chief. Parce que ça s'arrêtera jamais sinon. Puis lui, il veut le bien de la famille. Fait pour le bien de la famille, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Et là, tout le monde est un peu surpris. Même quand je l'écoutais live, j'étais un peu surpris également de cet angle-là. Je l'écoutais, j'étais comme oh. Puis ça aurait pu. C'est ça qui est le fun avec cette histoire. Ouais, mais avec cette histoire-là, ce qui est le fun, c'est qu'il nous amène sur des pistes qui se peuvent. Mais même si tu te dis, ah non, c'est pas vers ça qu'ils s'en allent, ça fait quand même du sens. Que, hey, ça pourrait être intéressant de ramener un Reign une semaine ou deux à l'intérieur du Bloodline avec Solo comme chef, puis voir c'est quoi cette dynamique-là. Fait que bref, on se rend clairement. Ah oui, et aussi dans ce segment-là, ça, c'est peut-être un petit défaut au niveau technique, mais
sentais que la foule entendait mal. Puis pour avoir déjà été dans des SmackDown live, lorsqu'il y a des promos ou des entrevues backstage, le son est pas très bon là, quand tu es dans l'aréna. Et ça, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'on voulait un gros pop de la foule de surprise quand Reign dit « Hey, je vais aller reconnaître Solo ». Mais clairement, le monde faisait juste voir l'image puis il n'entendait pas ce qui était dit. Fait qu'on n'a pas eu ce pop-là. Fait que c'est peut-être quelque chose que je corrigerais s'ils sont capables d'améliorer le son ambiant des trucs backstage parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Je me souviens d'une époque où on entendait bien quand même le son des entrevues backstage. Mais les dernières fois que j'ai été à la WWE, c'était pas le cas. Puis j'ai l'impression que dans cette aréna-là, c'était encore pas le cas. Fait qu'on a peut-être manqué un petit pop du côté de la foule qui faisait juste voir qu'il y avait une conversation entre les deux, mais qui n'entendait pas ce qui se faisait dire. Ensuite, on se rend en fin de show. Évidemment, Roman Reigns arrive. Là, les gens qui sont sur place, ils n'ont pas compris qu'il venait à Acknowledge. Fait que tout ça n'est qu'une surprise lorsqu'il arrive au micro pour le faire. Il dit même « Maybe for the last time ». Ah oui, exact. Fait que là, la foule... Acknowledge me. Ouais, la foule le reconnaît. Bon travail de Reigns pour faire travailler la foule. Là. Il est super bon pour ça. Et Reigns, par la suite, Solo arrive, évidemment. Là, lorsque Solo est là, il y a comme... Là, c'est peut-être moi là, qui regarde trop la lutte, là, mais t'as Solo qui dit « There it is ». Et ça, c'est la catchphrase en ce moment dans Cole Howdy. Fait que je sais pas si c'est juste les mêmes scripteurs qui comme... Tu sais, des fois, quand t'écris, on dirait que tu mets les mêmes genres de phrases, mais on dirait « There it is ». Moi, à chaque fois que je l'entends maintenant, j'associe ça à Uncle Howdy qui dit ça quand il voit le méchant dans quelqu'un. Fait que là, c'est Solo qui le dit. Je pense qu'éventuellement, il va y avoir une confrontation Bloodline et Wyatt Six, sûrement dans quelques mois, là, dans plusieurs mois. Ça, mais ouais, j'ai quand même fait qu'il y a quand même quelques calls de la catchphrase de Uncle Howdy. Donc, je le nomme vu que j'écoute trop la lutte, comme vous le savez. Reigns, finalement, dit qu'il veut pas le reconnaître, Solo. Il les reconnaît comme... qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'acknowledge, puis après ça, Solo, il dit « Non, je veux plus. Je veux que tu m'acknowledge comme ton Tribal Chief. » Fait qu'il fait juste le reconnaître. Or else. Puis là, Roman dit « Or else what? » Ouais. Puis là, gros truc de babyface. Fait que là, évidemment, le reste de la Bloodline arrive. Ils ont détruit Jimmy backstage. Fait que là, ça, tu vois, tu sens qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir, hein, parce que clairement, ils ont pété, ils ont su le kayfabe, il avait déjà pété à la gueule avant qu'elle l'amenait. Fait que ça aurait été malaisant si, mettons, Reigns y avait knowledge, puis que là, excuse, on a pété Jimmy backstage, parce qu'on était sûr que tu le ferais pas. Non. Fait qu'on amène Jimmy tout détruit, tout pété, avec le Reigns, évidemment, ça le fâche. Il dit arrête de faire ça, puis là, le classique, tout le monde arrive dans le ring, Reigns, il clear le ring, une corde à linge, un Superman punch à Solo, mais évidemment, la Bloodline sont trop nombreux, prennent le dessus, pètent la gueule, on fait le fameux Spike DDT de Fatou, tout le monde pète la gueule à Reigns est mort, on finit ça avec des likes dans la gorge côté de Solo, et le SmackDown se termine avec le Bloodline qui est au-dessus de Roman Reigns, tout détruit, qui a mal à la gorge de s'être fait liker. D'ailleurs, un bon rappel, vous pouvez nous liker dans la gorge également, ce vidéo-là, ce podcast-là, ça nous aide tout le temps, l'algorithme, allez mettre des likes dans la gorge à tout ça. Par la suite, ça c'était le squelette du show. Fait que là, on a passé du début jusqu'à la fin. Fait que là, dans le show en tant que tel, qu'est-ce qui se passe entre ces différents affaires un peu partout. Ouais, fait qu'il y a eu d'abord un three-way match en équipe entre DIY, voyons l'équipe qui ressemble à des elfes là, les Deadly. Street Profit ainsi que les deux messieurs qui s'habillent en mode, qui sont tout le temps là. Mais un bon match là, tout le monde là. Petit plat sur leur nom. D'ailleurs, je les ai bien aimés. Là, DIY, je trouve qu'ils ont bien fait travailler. Évidemment, Street Profit, on a un beau frog splash qui se fait. Et j'ai particulièrement aimé la fin qui était, selon moi, peut-être un petit jab du côté de la All Elite Wrestling où il y a beaucoup de chaos dans ce genre de match-là à la All Elite. Et que là, on a décidé qu'au niveau du booking, ça allait terminer avec un double pin. Fait qu'il y a comme Street Profit qui pin un des deux et DIY qui pin l'autre. Et c'est DIY qui remporte parce que c'est eux qui pinent la bonne personne qui était légale. Et on souligne ça au niveau des commentateurs. Dit, hey, non, c'est DIY qui gagne parce que c'était. C'est pas l'arbitre là, qui vient expliquer là, DIY a piné la bonne personne légale, l'autre équipe a pas piné la bonne personne. Exact. Fait pourquoi c'est cette décision-là, on voit la reprise vidéo en plus. Donc... Ouais. Fait que, écoute, est-ce que c'est un petit job à l'All Elite? Peut-être.
Mais bon, ça va. Il y a eu un petit bug aussi quand on était à la pause durant le match. Là. Le match avait été un peu bizarre, elle avait fucké un peu. Fait que au niveau technique, il va falloir que ça soit plus tight, les chums de la WWE. Sinon, on a également eu l'histoire de Kevin Owens qui a avancé. Fait que il avait dit sur les réseaux sociaux qu'il allait envoyer une vidéo à la WWE, puis que s'il la diffusait pas, ben il allait peut-être plus jamais revenir. Puis lui, il allait la diffuser sur ses réseaux. Fait que belle utilisation des réseaux sociaux pour faire mousser cette histoire-là. Et dans la vidéo, il est dans son char, puis il explique que dans le fond, c'est ça. C'est pas lui qui a trahi, puis qu'en ce moment, ben ça me tente-tu vraiment de rester dans cette industrie-là, dans cette compagnie-là? Pas nécessairement l'industrie, mais dans la compagnie qui me respecte pas. Que, hey, on envoie. Puis, tu sais, Kevin, il est tout le temps bon pour jouer sa ligne du méta, là, fait, du kayfabe, là, fait qu'il est tout le temps genre, hey, il y en a là, du monde qui ont fait pire que moi. Là. Moi, j'ai attaqué backstage là, à côté de son boss, le champion. Il y a du monde qui ont fait bien pire que ça dans l'histoire de la lutte et qui se font pas suspendre. Moi, je me fais suspendre pour ça. Fait qu'évidemment, je joue bien la ligne. Et je sais pas si c'est vers là qu'on s'en va, mais je trouvais que ça ressemblait un petit peu à la storyline avec MJF qu'il y a eu il y a 1 an et demi lorsqu'il fallait qu'il re-signe son nouveau contrat. Fait qu'est-ce qu'on va vouloir faire cette storyline-là, mais version WWE avec un Kevin Owens qui hésite à re-signer parce qu'on met quand même de l'avant que Kevin n'a pas de contrat. C'est quand même su. C'est connu qu'en ce moment, là, Ouais. il n'y a pas de nouveau contrat. Beaucoup de monde pense qu'il va aller à la AEW. Moi, personnellement, je suis convaincu qu'il va rester à la WWE. Moi aussi. Ils vont jouer avec ça dans l'histoire. Ça peut être intéressant, c'est sûr et certain. Il ne faut juste pas que ce soit copier-coller de MJF avec un bidding war et tout ça, mais on joue pas mal dans tout ce qui est réseaux sociaux, dans le méta, dans hors kayfabe avec cette histoire-là. Puis je pense que c'est ça qui est le plus intéressant et différent. Là, Puis j'ai hâte de voir si... Parce que moi aussi, je pense que la loyauté de Kevin Owens est à Triple H. Mais est-ce qu'on va peut-être tendre des pièges du côté de la All Elite Wrestling, ne serait-ce que pour faire miroiter le fait que peut-être KO va signer, pour que peut-être on ait du dirt sheet de KO qui a été rencontré Tony Khan, mais que tout ça n'est qu'un plan de Triple H pour mal faire paraître la All Elite Wrestling. J'ai hâte de voir parce qu'on est comme de plus en plus, j'ai l'impression que Triple H est ouvert à reconnaître ses anciens employés qui sont là. On a nommé également Sasha Banks, le nom Sasha Banks, dans les derniers shows. On n'est pas dans la même vision que Vince avait de quand t'es plus à la WWE, on te nomme plus, on t'oublie. Et de jouer sur cette ligne-là, je trouve que Kevin Owens est une bonne personne parce qu'il était un bon ami des Young Bucks, des Elite à l'époque et pourrait être un peu le cheval de Troie envoyé, mais qu'au final va rester à la WWE. Et s'il y a quelqu'un, un peu comme Triple H, à une époque, allait au show de la WCW pour essayer de rentrer dans l'aréna, je trouverais ça vraiment intéressant que ça soit Kevin Owens qui ait un rôle un peu similaire, mais version 2024, où évidemment c'est un peu plus sur les réseaux sociaux que ça se fait. Peut-être voir un Kevin Owens apparaître aux côtés des Young Bucks dans des photos pour faire mousser. Justement, qu'ils disent que Triple H était celui qui était allé avec un tank de la exact. Contre l'autorité tout le temps, alors que c'est lui maintenant qui est l'autorité. Ouais. Fait que, écoute, je sais pas ça s'en va vers où, mais l'angle qu'on écrit est quand même. Tu sais, c'est une grosse histoire. C'est probablement la plus grosse histoire de Kevin Owens des 5 dernières années qui est mise dedans. J'ai l'impression qu'on accorde beaucoup de temps à cette histoire-là, qu'elle est mise de l'avant et quand même, elle tourne autour d'un titre principal. J'haïrais pas ça, moi, de voir une genre de version améliorée de l'histoire qu'on a eue avec MJF, mais de la faire plus subtile sur les réseaux sociaux plutôt que de la mettre clairement à l'écran, mais que dans le monde dans lequel on vit, évidemment, tout le monde est connecté, fait que tout le monde sait ce que les réseaux sociaux veulent dire. Fait que, je sais pas, je trouve que ça serait une meilleure manière de l'amener que MJF qui l'amenait clairement au micro en disant « j'ai une bidding war », en name droppant l'autre côté, tout ça. Kevin n'a pas besoin de faire ça, peut le faire de manière plus subtile, avec des petites vidéos puis avec des petits trucs. Puis j'ai l'impression que Triple H serait game d'y aller avec, pas que tout le monde, mais que j'ai l'impression que Kevin Owens, c'est un des gars qui est les plus loyaux à Triple H, fait que ça lui fait pas trop peur de le faire avec Kevin. Sinon, concrètement, on semble s'enligner vers un match Kevin contre Randy Orton à Crown Jewel.
Rumble et peut-être par la suite un match Kevin-Cody à Survivor Series? Ça se pourrait parce que clairement, Randy Orton s'en va backstage après. Puis là, quand il voit le vidéo, il est comme voyons, comment ça, je peux pas aller me pogner contre Kevin Owens, contre Drew Hall. Il va voir Aldis. Et là, Aldis dit justement qu'il peut pas parce que les autres viennent d'en haut de lui. KO, il est suspendu, puis on peut pas le toucher. Tu peux pas avoir de match contre lui parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Évidemment, on parle de Triple H quand quelqu'un est au-dessus de Nick Aldis. Et on va y revenir dans le prochain épisode, mais ça a tellement bien été amené. Ouais. Et à ce moment-là, clairement, c'était Triple H qu'on teasait. Et on avait vu juste, même si on l'a vu après. on a skippé une semaine, on vous l'aurait dit la semaine dernière. Probablement que ça s'enlignait vers Triple H. Fait que, écoute, j'aime comment c'est construit. Cette histoire-là, c'est intéressant. Et Orton aussi, c'est comme un angle qu'on n'a pas souvent de Orton, d'avoir être mis un peu de... Il est comme face, mais dans la tête de KO. En tout cas, tout le monde joue bien son rôle. Tu sais, KO, il dit que c'est lui que tout le monde a trahi, alors que clairement, il est le méchant dans cette histoire-là. Fait que j'ai hâte de voir aussi comment le public va réagir. J'ai l'impression que Cody est trop populaire pour qu'il soit pas face, mais qui sait? Qui sait? S'il y en a un qui est capable de faire un turn à Cody, c'est peut-être Kevin Owens. Cody a déjà tourné, Cody. Exact. Il a tourné contre Kevin, c'est fait. On va voir. On a eu ensuite le début de Motor City Machine Gun. Bon, une surprise un petit peu pétard mouillé parce que ça avait beaucoup circulé. On vous en avait pas parlé, évidemment. Moi, Motor City Machine Gun, je sais pas pour toi, moi je les ai suivis dans ma grosse époque TNA, là, début des années, milieu des années 2000, mettons, entre 2005 et 2010. C'était pas l'équipe que je préférais. J'ai toujours trouvé qu'il manquait de charisme. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus, cependant, vu que je suis pas TNA. Je trouve qu'ils paraissent bien quand même. Ils paraissent encore bien pour leur âge. Vraiment, surtout pour leur âge, en fait. Là, je trouve qu'ils sont efficaces. L'expérience, il y a beaucoup de choses dans leur style qui ont été repris par d'autres équipes là, dans les dernières années. Là. Ils ont comme pavé la voie là, des équipes là, des années 2010. Mais c'est ce qu'on martèle aussi là, au niveau du commentateur, là, on le rappelle souvent. Moi, de mon côté, c'est que j'ai jamais trop accroché au charisme des gars. J'ai trouvé un peu beige, les deux. Cependant, depuis qu'ils sont à la WWE, j'y trouve moins beige que ce que j'ai trouvé à la TNA. Quelque chose de bien. J'aime bien leur entrée aussi. La rentrée à Luke. Avec leurs faibles, les pétards. Oui. Ça sonne super bien, là, puis ça nous met dans le moule là, pour eux. Donc, Et commencer avec un match avec Legado del Fantasma, qui au final, j'ai trouvé que c'était pratiquement eux qui ont mieux paru, Legado del Fantasma. Les mouvements impressionnants. Je trouvais que c'était plus l'autre équipe. Mais c'était comme un match un peu pour montrer le moveset de Motor City Machine Gun si tu les connaissais pas. Fait que beaucoup de mouvements en équipe où un des deux tient les deux autres lutteurs, puis l'autre vient comme donner une swing pour que ça fasse pencher la balance. Fait que c'est comme des mouvements en équipe qu'on voit souvent maintenant, mais que eux, c'était très signature, là, que eux faisaient beaucoup de mouvements comme ça. Innovateur, ouais. Un des mouvements qui m'a plus impressionné dans ce match-là, c'est lorsque un des deux de Legado del Fantasma, je pense que c'était... je sais plus c'était qui, mais un des deux a en powerbomb, un des deux, Motor City Machine Gun, a l'autre dans ses bras, et pendant que l'autre de Legado del Fantasma vient faire un dropkick sur le gars en powerbomb au-dessus, puis il tombe par en arrière. Tabarouette que ça lookait, c'était une belle... ça montrait également la puissance. Je pense que c'était Raoul qui avait les deux. Là. Tabarouette qui était fort. On a également eu des synchronisés vers l'extérieur, des sauts de la lune vers l'extérieur qui ont été bien faits par Legado del Fantasma, bien attrapés évidemment par Motor City Machine Gun. Des beaux coups de pied dans la face également. Et finalement, leur finisher qui s'appelle comment? Qui s'appelle Skull and Bones. Skulls and Bones, ouais. Skulls and Bones, fait que c'est comme un genre de neck breaker en même temps qu'un splash sur le ventre. Fait que bien effectueux. Et la victoire, évidemment, sans trop de surprise, contre une équipe low card. C'est évidemment l'équipe nouvelle qui va l'emporter. Fait que commence leur petit momentum qui, surprenamment, s'est rendu très rapidement. On y reviendra dans le prochain épisode. Prochain et dernier truc que je voulais noter, c'était le retour de Candice LeRae et qu'on a ramené en babyface. Elle également, là, c'en est une que s'il y a... C'est une des filles ou même des lutteuses là, sur le roster qui a le moins de logique quand elle est gentille, quand elle est méchante. Mais là, j'ai l'impression que pour une des premières fois, qu'on va accorder de l'importance et qu'on va peut-être pas la mettre low card très longtemps.
Parce qu'on l'a même ramené avec comme étant l'espèce de roue de secours à Nia Jax, qui était supposé avoir un match avec Tiffany Stratton. Tiffany est malade. Et là, on se cherche quelqu'un. Finalement, Candice vient offrir ses services. Candice qui la joue très babyface. Moi, je trouve que c'est un style qui va mieux. Surtout quand... Ça n'a jamais été exploité à l'intérieur de la WWE, là, mais elle a un côté très hardcore, là. Un peu Moxley. Là. C'est comme une petite Moxley féminine. Là. Mais on n'a jamais vu ça à l'intérieur de la WWE. Et si on est capable d'amener cette énergie-là dans un rôle babyface, ça serait incroyable. Elle serait une des lutteuses les plus populaires. Puis elle est tellement bonne dans le ring en plus. Fait que qu'on la ramène avec un push, j'aime bien ça. Toi, comment t'as trouvé ça, son arrivée? J'ai trouvé ça bien. Je trouve encore bizarre que, vu que c'est la championne Speed, on la présente pas avec la belt. Ouais. C'est la même chose avec Andrade, hein? On présente pas. Non, on fait une division entre ce qui se passe sur X et ce qui se passe à la télé. Donc, c'est correct, mais au moins, on ramène Candice LeRae, qui est une vétérante, là, qui a beaucoup de talent, selon moi. Donc, très bien. Puis, fait une petite histoire différente, là. Ça rajoute quelque chose dans l'histoire, justement, de Nia Jax et Tiffany Stratton. Vraiment, puis je trouve que c'est une troisième roue intéressante, justement, la dynamique entre Nia Jax et Tiffany, qui éventuellement va peut-être permettre à continuer de construire le turn babyface de Tiffany Stratton en rajoutant quelqu'un d'autre qui va peut-être être mieux dans les grâces de Nia Jax, parce que Tabarouette, elle a piné quand même Bayley lors du match par équipe et fait remporter la victoire du côté de Nia Jax, ce que Tiffany Stratton n'a jamais réussi à faire, avoir une victoire ou un pin sur Bayley. Fait que moi, j'ai été extrêmement surpris de cette victoire-là. Clairement, j'étais déjà surpris qu'elle soit là. Fait qu'on dirait que vu que j'étais surpris qu'elle soit là, mis dans cette position-là, j'étais comme, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose parce qu'ils vont pas juste la mettre dans cette position-là pour rien. Et j'avais vu juste. Il y a comme Indy Hartwell, qui est sa partenaire normalement, qui, comme en ce moment, fait pas trop de sens dans l'histoire. En tout cas, il n'est pas très utilisé. Fait que je sais pas si on va laisser ça comme ça, si c'est une liaison temporaire entre Candice et Nia Jax, quel impact ça va également avoir peut-être lors de Crown Jewel, on verra. Mais j'ai toujours trouvé que Candice LeRae, on ne l'utilisait pas à son plein potentiel. On l'utilisait plutôt comme une vétérante low card pour permettre aux jeunes d'avoir du temps et d'être mise dans des bonnes dispositions pour se pratiquer devant des grandes foules. Elle est rendue jobber. Clairement. Mais tu sais, avec le talent qu'elle a, c'est vraiment bizarre qu'on n'ait jamais capitalisé sur ça. Parce que c'est quelqu'un que si tu donnes un push de 5-6 mois pourrait être amené au même niveau qu'une Liv Morgan facilement. Là. On s'entend dans d'autres couleurs, là, mais elle a de quoi, elle a du charisme, elle a un in-ring impeccable. Et je trouverais ça intéressant, moi, de l'avoir avec une ceinture éventuellement. On est loin de là, on s'entend en ce moment. Mais c'est toujours quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. À NXT, elle a plus eu sa chance. Mais pas tant que ça non plus. Même à NXT, je trouve qu'on aurait pu lui donner un règne de championne clair qui dure longtemps, mais on l'a jamais fait. Un peu comme Johnny, tu sais, c'est son conjoint, c'est la conjointe de Johnny Wrestling, Johnny Gargano. On dirait que les deux ont comme un peu l'aura pareil de hey, placez-moi où vous voulez sur la carte, puis je vais juste faire le mieux. Et ils n'ont pas le côté je veux être la championne, tu sais, le côté égoïste que beaucoup de lutteurs ou lutteuses ont. Une Charlotte Flair aurait clairement. Là, tu sais, je veux la belt. On dirait qu'elle l'a pas, mais j'aimerais ça qu'on y donne, éventuellement. Fait que c'était ma belle surprise, moi, de ce SmackDown-là. Vous pouvez aller voir ça. Si vous ne la connaissez pas, Candice LeRae, allez voir ses matchs indie. Ensanglanté, c'est quelque chose.